Rebonjour à tous sur le VR Jam pour une dernière partie plus courte que les autres, mais qui va se terminer sur une petite conclusion de cette demi-journée avec Anne-Sophie qui va faire avec moi le point sur ce qui s'est dit et ce qui va venir cet après-midi. Nous tenions à terminer cette journée avec l'intervention de quelqu'un qui a déjà beaucoup intervenu pendant la numérique dans d'autres ateliers et qui se nomme Omar Pierre Soubra. Bonjour Omar. Bonjour Jérôme, bonjour Bonjour. Anne-Sophie. La raison de ton intervention, elle est multiple. C'est que d'une part, tu es quelqu'un qui est dans la tech depuis assez longtemps. Ça se voit. Voilà, ça se voit. Je sais pas, mais bon. Et d'autre part, en fait, ce qui te fait venir ici, c'est que tu as travaillé pendant de nombreuses années pour le domaine de la 3D, qui est un des domaines natifs de la réalité virtuelle, et dans lequel tu as côtoyé des boîtes, des majors de la 3D qui ont travaillé dans le domaine, et tu as suivi toute cette évolution technologique. Et aujourd'hui, on voulait te faire intervenir pour te poser des questions un petit peu sur voilà, le devenir, le futur de la VR, de ton point de vue, bien sûr, hein, ça n'engage que toi, j'imagine, mais surtout aussi, je te propose de te présenter quelques minutes, et puis j'ai deux grandes questions quand même à te poser, donc voilà, je te les poserai après. Eh ben, très bien, parfait. Bonjour à tous, donc je suis Omar Pierre Soubra. Je vis au Colorado depuis à peu près 16 ans. Donc, j'avais dans les années 1990 une société qui faisait du scan 3D. Alors maintenant, on dirait j'ai une start-up dans le LIDAR et je l'aurais vendu pour quelques milliards de dollars et je serais toujours là à présenter, mais il y aurait sûrement plus de monde dans la salle puisqu'ils voudraient tous me parler. C'est comme ça quand on réussit des gros coups, c'est ce qui se passe. Mais c'est une société, alors c'était balbutiant à l'époque, hein, la numérisation, qu'est-ce qu'on en fait? C'était un peu les mêmes questions qu'on se pose peut-être il y a 2, 3 ans sur la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, donc c'est un sujet très fort. Mais comme tu disais, Jérôme, c'est effectivement un sujet natif, ou en tout cas très adjacent et très intégré à la réalité virtuelle. Donc on cherchait ce qu'on allait faire, on s'est retrouvé à numériser la navette spatiale américaine, des sites d'archéologie, des stations de métro. J'étais chez Rolls-Royce, ils m'ont demandé de numériser des tableaux de bord. Alors les gens ne savaient pas quoi faire de ces modèles 3D, mais ils voulaient des modèles 3D. Et une des applications qui s'est développée le plus, c'était la numérisation d'environnements industriels pour les formations. Alors ça rappelle les discussions, je ne sais pas si en ligne vous aviez eu l'occasion de suivre ces discussions, mais les gens qui étaient là pour la discussion précédente sur les applications, on sent bien que sur la réalité virtuelle, la formation est un des sujets majeurs. Je vois les gens qui acquiescent avec Mimbus, voilà, j'ai cité Mimbus aussi dedans. Mais c'est quelque chose de très fort. J'étais sur une plateforme pétrolière au Nigeria pour Shell et leur but c'était à la fois de faire de l'ingénierie, un modèle 3D, mais aussi de récupérer l'information pour la formation. Donc déjà très tôt, on se posait ces questions de comment est-ce qu'on navigue, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on interagit avec les modèles 3D. On s'est spécialisé de plus en plus dans l'architecture et le génie civil. Et ce qui fait qu'on a eu l'intérêt d'une société américaine qui s'appelle Trimble et qui nous a racheté en 2003 et qui, à peu près fin 2004, m'a demandé de bouger aux États-Unis, où là je sortais un peu de mon carcan ingénieur français, alors très technique et très poussé, donc ça les intéresse aussi beaucoup. Mais j'ai appris le marketing, j'ai appris à me développer, j'ai fait de l'acquisition fusion pendant quelques années. On a racheté un logiciel qui s'appelle SketchUp à Google, qui est un logiciel de modélisation 3D, qu'on avait intégré dans le groupe Trimble. Alors là, pour les passer plus sur des applications architecture, ingénierie, mais c'était une très très belle expérience. Et c'est à peu près à ce moment-là où des gens comme Google sont intéressés à mon profil, pas pour me recruter, mais pour nous faire développer des applications autour de la 3D. À l'époque, ils avaient un petit projet qui s'appelait le projet Tango, qui était à l'origine un premier téléphone. Les premiers prototypes étaient sous format téléphone
avec une caméra 3D. Puis ça s'est développé plus en tablette, mais voilà, donc au moment de l'annonce, ils nous en ont donné quelques-uns. Si vous regardez les premiers articles sur le magazine Make, M-A-K-E, autour de Tango, on développait, voilà, vous verrez ma maison. Moi, j'avais des scans 3D au millimètre de ma maison dans tous les sens, et je faisais la première comparaison entre le premier tuto sur comment on fait Tango. Ce qui a aussi quelques années amené une collaboration avec Microsoft. Alors là, c'était beaucoup plus secret, puisque c'était un peu plus d'un an avant la sortie officielle de l'HoloLens, qui est cette visière de réalité mixte, de réalité augmentée, mix virtuelle, pour que, à la sortie de l'HoloLens, il y ait les premières applications industrielles, et c'est ce qu'on a vu avec Trimble, cette immersion sur chantier de construction pour comparer l'existant au modèle 3D de construction, et puis depuis avoir beaucoup d'autres applications, ce qui a créé au sein du groupe Trimble une division réalité mix de développement. Donc très très tôt, la capture de l'information en 3 dimensions a été un sujet majeur pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée et ses applications actuelles. Intéressant, au-delà du fait que, bien sûr, ton expérience est quand même assez fascinante. Ce qui est intéressant, c'est que on parle de scan 3D. Aujourd'hui, la réalité virtuelle s'est emparée un peu du scan 3D, puisque le scan 3D permet de réaliser des objets qui vont s'inscrire ensuite en réalité virtuelle, qu'on va pouvoir retrouver dans le virtuel. À ce sujet, j'ai une question qui quand même est intéressante, c'est que le scan 3D est une technologie qui vient s'associer au virtuel, et il y en a beaucoup d'autres. On a évoqué quelques briques tout à l'heure. Il y a l'haptique, il y a d'autres types de périphériques, il y a l'IoT en général. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir faire avec tous ces éléments qui viennent se greffer à la réalité virtuelle, et comment va-t-elle s'en emparer? En tout cas, à quoi ça sert finalement? Ouais. Alors, je vais prendre un exemple connexe. Donc, si on parle par exemple de la voiture autonome, d'accord? La voiture autonome, on se dit c'est super, ça nous conduit partout. Moi j'ai une Tesla, j'appuie sur le bouton, je suis ravi que ça se passe comme ça sur l'autoroute. J'espère qu'ils vont m'envoyer la mise à jour le week-end dernier. J'étais déjà en France, donc j'ai pas pu voir si ma voiture avait reçu la mise à jour, la dernière mise à jour du full self-driving. Mais en fait, on n'est toujours pas à la voiture autonome. Et pourquoi on n'y est pas? Parce que la voiture autonome, le projet, la vision, c'est un espèce de service de taxi à la Uber, comme on dit en France, c'est ça, hein, Uber, Uber, qui vient vous chercher quand vous avez besoin de quelque chose et qui va. Et pour faire ça, il faut la fusion des capteurs et de l'intelligence de la voiture. Donc il faut des lidars, du scan 3D, des caméras, des radars, un ordinateur ultra puissant à l'intérieur, du GPS. Donc il faut beaucoup d'informations là-dedans. Et pourquoi je fais ce parallèle avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée et l'IoT? C'est qu'on a encore à tout inventer sur... On a des visions de formation, on a des visions d'entertainment, comme on a pu voir avec un joli spectacle qui peut se passer là-dedans. Mais on n'a pas encore tout intégré autour. On parlait d'olfactif, l'haptique. Ça commence, mais on n'est pas encore sur cette intégration complète pour réaliser la vision de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Oui, avec juste aussi une problématique qui est que l'expérience client est du coup assez complexe. Elle n'est pas du tout sans couture aujourd'hui. Exactement. Alors, la voiture autonome, c'est un sujet, hein, c'est l'autonomie. Mais aussi c'est des questions d'éthique, de sécurité, de plein de choses, de congestion de ville, de mobilité. Donc ça touche à différents domaines, mais ça reste un sujet. Sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça va du gaming, du jeu, à la formation professionnelle, à l'expérimentation d'art, donc de la visite de musée, de choses comme ça. Donc les sujets sont très différents, ce qui veut dire que l'expérience a besoin d'être très différente. Et on peut comparer à l'iPhone ou à l'Android, où aujourd'hui vous avez des applications dans plein de différents domaines, et au fur et à mesure que la plateforme technologique hardware se développe,
il y a des gens, des créatifs, des industriels qui développent des nouvelles applications qui sont de plus en plus immergées. Donc, on parlait de scan 3D. Si vous allez sur la plateforme Sketchfab qui vient d'être achetée par Epic de notre ami Alban de Noyel, il y a beaucoup de scans 3D d'objets, de plus en plus précis. Au début, c'était très moche, c'était vectorisé, c'était pas beau. Enfin, on va pas dire ça comme ça, mais c'est un peu que ça. Et aujourd'hui, on a des choses de plus en plus précises, de plus en plus jolies, de plus en plus représentatives de la réalité sur la plateforme. Et on va citer un autre copain, Emmanuel Demestre, qui a pendant quelques années mis une société en stealth mode, en mode caché, et qui aujourd'hui propose des applications de numérisation 3D d'objets avec vraiment une capacité et une simplicité qui aujourd'hui est très forte et qui va nous amener encore à penser à qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces objets en 3 dimensions. Voilà. Tu as un scan 3D dans la poche. Un scan 3D LiDAR, je peux scanner n'importe quel objet dans la pièce, voir la pièce elle-même et l'exporter immédiatement dans un univers de réalité virtuelle, en quelques clics. Et c'était notre vision en 96-97, de dire, nous on veut que les scanners soient dans les poches. Absolument. On ne savait pas pourquoi faire, mais on voulait des scanners dans les poches. Alors, j'ai une autre question qui est plus, alors là, on va dire prospective. Évidemment, je te demanderai ton avis là-dessus, puisque c'est un peu la question que tout le monde se pose, aussi bien côté utilisateur que côté développeur de réalité virtuelle. La question, c'est, on a un frein technologique aujourd'hui qui est prégnant, qui commence à s'amenuiser, heureusement, mais qui est toujours dans une notion d'appareillage, on va dire, dispositifs qui sont parfois coûteux, de dispositifs qui sont parfois, je dirais, difficiles à accepter auprès du grand public, parce que l'immersion, c'est aussi une forme d'invasion, hein, c'est perçu comme tel parfois. À ton avis, Omar, quel serait l'avenir idéal pour que la réalité virtuelle et augmentée puisse rentrer dans nos foyers sans avoir cette notion de, on va dire, d'invasion, on va dire. C'est le terme qui me vient en tête. Mais en tout cas, pour que on puisse avoir, et c'est le doux rêve que chacun caresse, on puisse avoir une explosion des devices, comme un certain Steve Jobs a réussi à nous faire accepter le smartphone en 2007. Pardon. 2007, ouais. Déjà 2007. Oui, tout à fait. Voilà. Ça paraît une éternité. Quand je parle à mon gamin de 6 ans, pour lui, c'est natif. Alors, c'est une question, on a tous une vision, on a tous envie que ça se développe, parce que quand on est dans le domaine, si on parle avec Laurent Chrétien de Laval Virtual, il va avoir une vision aussi très différente, j'imagine, ou en tout cas peut-être qu'il va se rapprocher, on va voir. On lui posera peut-être la question plus tard. Mais on est à cette époque où on est en train aujourd'hui de fabriquer le meilleur lecteur MP3. Alors c'est pour les plus jeunes dans la salle, un lecteur MP3, c'était un petit appareil qui était dédié à la lecture de musique, où on mettait des chansons à l'intérieur sans connexion internet et on écoutait ça sur la route. Voilà. Donc c'était super. On est aujourd'hui à cette limite où on a d'excellentes résolutions sur les devices. Donc c'est quand on met un Oculus, le Quest 2 sur la tête, la résolution est si bonne qu'aujourd'hui ça en devient presque réel. Donc on est à cette limite où, comme créative à l'époque, j'ai un super lecteur MP3. Et on n'a pas encore franchi la prochaine étape qui est le smartphone, l'iPhone. Qu'est-ce qui vient après? Il y a des bons signes, hein. On voit les lecteurs Oculus aujourd'hui, cette plateforme. Moi, je peux l'acheter au supermarché, chez Target, donc qui est l'équivalent d'un Carrefour ou d'un Auchan, à côté des plateformes de jeux vidéo. C'est là où ils le mettent. Donc, pour eux, c'est là où il y a le gaming, ce genre de choses. On en a à la maison. Moi, mon gamin de 6 ans, il joue avec. C'est natif, ça commence à devenir natif.
Les autres grands jouent avec aussi. Bon, c'est vrai qu'après 20 minutes, on est un peu fatigué. Quand on a fait l'expérience Star Wars avec Dark Vador, c'est super, on est immergé, c'est top. Des visites de musée, c'est super, on est immergé, c'est top. Concert de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame, fabuleux, extraordinaire, quand on est fan de Jean-Michel Jarre. Mais au bout de 20 minutes, 1 heure, jouer à Beat Saber, ça fatigue. Oui. Le fitness, c'est bien, mais et puis on se tape encore un peu dans les murs, il faut de l'espace, etc. Donc, on est arrivé à cette limite. On peut toujours aller à plus de batterie, plus d'autonomie, plus de légèreté. C'est vrai que les casques aujourd'hui sont très bien balancés. On le met sur la tête quand on a bien réglé la bandelette, c'est toujours là. Mais on a toujours l'air un peu tout seul, un peu idiot. On peut faire des expériences avec d'autres personnes, mais c'est avec des avatars. Donc on est dans le multiverse, on est dans cet univers créé parallèlement. On a fait Burning Man 2 en virtuel cet été, c'était super, des expériences très sympas, etc. Mais c'était pas encore quelque chose où on peut interagir, on peut être là. Donc ce qui manque aujourd'hui à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est cette prochaine étape qui sera probablement une intégration de technologies auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles on est en train d'explorer, qui va se faire par un grand. Moi, je suis prêt à mettre un petit ticket sur Apple, parce que d'une, ça fait des années qu'ils parlent de ces lunettes, de cette casse de réalité. Il y a un projet extrêmement secret dont on ne parlera pas parce que personne ne sait ce qui se passe à part les ingénieurs qui bossent dessus. Mais ils recrutent beaucoup. Il y a beaucoup de recrutement. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils cherchent à faire probablement, on n'est pas encore au smartphone, mais probablement l'iPod de la VR. Donc l'iPod, ça a été une révolution avec la façon dont on chargeait la musique, dont on consommait la musique, dont on interagissait avec cette petite roue tactile qui était géniale. Mais toutes ces technologies existaient. Le disque dur existait. Bien sûr. Alors on peut être très... Il y a des gens qui disent ouais, c'est juste un disque dur avec un écran et un câble de connexion et puis une roue tactile. Non, c'est l'intégration, c'est l'utilisation expérience qui était là. Mais pardon ? La Tune Store, c'est tout l'écosystème, etc. La fluidité de l'expérience client. L'expérience qui était très simple pour quasiment tout le monde si on avait un Mac à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est démocratisé et ils sont passés après l'iPhone. Donc je pense qu'on a encore une étape à progresser. Quelle est cette étape ? Je pense qu'on sera surpris, qu'on va avoir quelque chose d'extrêmement intéressant à explorer. Je recommande à Apple, s'ils nous regardent, de faire le lancement à la Valve Virtual. Ça fera un joli boom et il y aura beaucoup de choses qui se passeront là-dedans. Voilà. Et puis après, vous venez le présenter au VR Jam ici à Toulouse. Mais il y a quelque chose qui va se passer, on le sent tous. Il y a un grand qui va lancer quelque chose d'assez poignant et d'assez facteur wow, en se disant tout le monde va le vouloir. Après, la vision plus long terme, on est tous à se dire ah ouais, mais moi je veux pas porter de lunettes. Alors il y a des gens qui portent des lunettes, moi j'en ai aussi pour lire, aussi on est obligé. Mais le fait d'avoir des lunettes, de rajouter un objet, c'est pas comme d'avoir un téléphone dans sa poche. C'est pas c'est un objet visuel. Ça peut être design, ça peut être sympa. Il y a Ray-Ban qui vient de lancer avec Facebook leurs lunettes de capture vidéo, mais c'est pas pour tout le monde. Voilà. Une lentille, ça l'est peut-être plus parce que on peut poser une lentille, on peut s'y habituer. Si elle est bien connectée et que je reçois de l'information, on me parle de la Valve virtuelle, toc, d'un seul coup, je regarde un poster, qu'est-ce que c'est ? Je visite un musée, j'ai une expérience qui est connectée à mes AirPods et qui me raconte une histoire. On y est déjà un peu plus, ou tout simplement aujourd'hui, moi j'ai une vieille DS Citroën de 1970. De temps en temps, je suis dans le moteur à faire 2-3 trucs. Là, j'ai ma tablette avec le tuto YouTube ou Vimeo, pour citer tout le monde, et qui me dit comment faire, comment débloquer cette pièce, comment changer le carburateur, etc. Si cette information, elle devient native à mon environnement visuel, je serais peut-être plus apte à l'utiliser. Alors peut-être pas avec des Google Glass où on avait tous l'air un petit peu bête en se promenant au CES il y a quelques années. On était tous contents de l'avoir. J'ai des Google Glass. Mais quelque chose de plus intégré. Là où je crois beaucoup aussi, ça sera l'intégration directe au cerveau et à la vision. Donc là, on parle de technologies qui sont en train de se développer dans la commande par exemple de drones avec un casque qu'on pose sur la tête qui permet, grâce aux ondes du cerveau,
de commander un drone. On arrive aujourd'hui à se former à ça. Et la prochaine étape est probablement peut-être une surprise avec Elon Musk et sa société qui aujourd'hui fait des implants dans les cochons pour le cerveau, mais qui à but plus tard sera de connecter notre cerveau à un ordinateur. Et là, on peut imaginer que l'expérience sera même native au cerveau. Alors, ça fait peur à beaucoup de gens en se disant oui, qu'est-ce que je peux intégrer, mais moi, pour vivre aux États-Unis, on est prêt à faire ce genre de pas en se disant oui, mais connecte-moi une puce pour que d'un seul coup, si je veux passer en virtuel, je pense à passer en virtuel et tout mon cerveau, tout mon environnement. Voilà, Anne-Sophie devient un objet interactif. Alors attention à tout le monde, c'est pas, Marc Dorcel n'est pas là, on n'est pas là, mais on peut imaginer un futur de la réalité où en fait on sera directement connecté à notre cerveau, ce qui nous amènera à vivre du multiverse, à vivre de la réalité augmentée, avoir les informations sur Jérôme de LinkedIn en même temps. Voilà, on a l'air bête avec nos masques. Ah ben attention, hop, mon œil scanne Jérôme en 3D, envoie l'information et je reçois. Bonjour, c'est Jérôme de VR Jam. Ah ben Jérôme, salut, on a fait une intervention, je t'avais pas reconnu. T'as un peu pris quelques cheveux gris depuis la dernière fois, etc. Mais on pourra imaginer ce genre d'interaction. Je pense qu'il faut s'y préparer parce que pour nous, ça paraît peut-être complètement fou et futuriste, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ça sera natif. L'intervention sera probablement indolore, voire peut-être même pas du tout invasive. On ne sait pas encore où on en est. Il y a des gens qui travaillent sur de l'haptique et de l'information juste en portant une oreillette. Alors peut-être que l'oreillette, c'est le futur qui connectera aux ondes du cerveau. On ne sait pas où on va aller, mais je pense que cette étape magique, voilà, maintenant en parlant, je vais peut-être pas mettre un billet sur Apple, mais je vais mettre un billet sur Elon Musk avec ses cochons. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'expérience, en fait, il a implanté des puces qui détectent, qui connectent directement dans le cerveau des cochons et qui permet de détecter le mouvement, de prévoir comment les cochons marchent, etc. Et ça corrèle plutôt bien avec les ondes du cerveau. Après, il l'enlève, le cochon a l'air normal encore, donc on ne sait pas, jusqu'à ce qu'il y ait l'expérience humaine. Ça gratte un peu pour ceux qui l'ont mis déjà. Mais voilà, je pense qu'on peut s'imaginer aller vers un futur qui sera comme ça, où là, on peut tout faire. On pourra tout faire comme on fait déjà tout aujourd'hui avec un téléphone portable. Merci beaucoup pour ces considérations. Vraiment, c'est très intéressant. C'est un peu effrayant aussi pour certains, mais faut rappeler que le téléphone portable, le concept du téléphone portable effrayait plus d'un dans les années 50 ou 60. J'ai retrouvé un article là-dessus, mais enfin bon, bref. Merci beaucoup. En tout cas, je vous laisse l'occasion de discuter et de débattre de tous ces sujets avec Omar Pierre. Lorsque vous voulez. Je vais donner maintenant la parole à Anne-Sophie. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit pitch sur ce qui est la source de VR Jam, c'est-à-dire, eh bien, VR Jam, c'est une commission avant tout, une commission de la mêlée, une communauté en fait, qui existe à la mêlée, et je voulais nous voulions en parler aussi. Mais si tu dis tout, j'aurais plus rien à dire. Voilà. Et voilà, tu prends le, vas-y, je te laisse. Voilà. Allez, hop, Bon, alors ça va. Donc effectivement, c'était la première édition du VR Jam. Il y en aura. Donc, à savoir que, en fait, on s'est rencontrés tous les trois en janvier de cette année. Natalia aussi. Voilà, avec Natalia, qui est en bas, que vous avez vu ce matin. Et donc, on partait de quasiment zéro, puisqu'on a récupéré une commission, mais qui, du fait du Covid, était un peu tombée en déshérence, quoi. Voilà, et donc, ça a été un peu compliqué, parce qu'en juin, on n'avait ni speaker, ni démo, rien du tout. Donc, c'était fin juin. Donc, pour vous dire que ça a été du travail, mais finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire au sens où ça a été aussi un moyen pour nous de mesurer l'engouement qu'il y avait sur le sujet. Plutôt côté privé d'ailleurs, je dois dire, pas tellement côté pouvoir public, ce qui est un peu notre préoccupation actuelle, on va dire. Oui, mais ça va commencer. Ça va commencer, voilà, exactement. Et l'ambition du projet au-delà du VR Jam, c'est déjà de pérenniser ça tout au long de l'année, puisque au sein de la commission, on accueille tout le monde. En fait, il suffit d'adhérer à la mêlée et ça permet d'accéder à une base de savoir, à un annuaire aussi des entreprises qui travaillent dans le domaine. Pourquoi pas de commencer à travailler ensemble sur des
des projets clients parce que, comme vous avez pu le percevoir ce matin, il y a beaucoup de petites entreprises sur le secteur de la réalité virtuelle. Donc parfois, sur des gros projets, on est obligé de se structurer. On n'est pas encore dans un... peut-être ça va venir, mais peut-être qu'il y aura des FUSAC à un moment. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore très morcelé tout ça. Et puis, on a une ambition aussi cette année, c'est de mettre en place un laboratoire, je ne sais pas si c'est le bon nom, de réalité virtuelle, c'est-à-dire un endroit où il y aurait du matériel et où les gens pourraient venir sur visite ou sur libre accès, ça c'est encore en cours de définition, venir expérimenter des usages concrets de la réalité virtuelle. Et aussi, les jeunes sociétés qui n'ont pas forcément de showroom pour montrer à leurs clients, notre ambition, c'est de leur permettre justement de réserver un petit showroom à la mêlée numérique pour pouvoir montrer à leurs clients, faire venir leurs clients, leurs prospects, et leur montrer ce que c'est que la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle, ça se comprend et ça s'apprend en essayant. Voilà. Tout à fait. Juste dernier point, parce qu'on a 2 représentants de Tous Business School ici aujourd'hui. On a le plaisir avec Jérôme de donner un cours en novembre sur le sujet des technologies, enfin des nouvelles technologies dans le domaine des ressources humaines. Donc on va faire une large place à la réalité virtuelle, mais aussi à l'intelligence artificielle. Et surtout, grâce à TBS, on va ouvrir pendant 15 jours au sein de la bibliothèque de leur campus un lab de réalité virtuelle où les étudiants pourront venir non seulement expérimenter, mais aussi voir le derrière, on va dire le back-office, voilà, les algorithmes, les choses qu'on a derrière les moteurs de réalité virtuelle. Voilà. Et l'ambition, c'est que ça ne dure pas que 15 jours, que ça dure au-delà, sous une autre forme sans doute. Mais voilà, en tout cas, ça va nous permettre de tester l'approche. On annonce le stand. Voilà. Bah, écoutez, la journée continue. C'est une longue journée et cet après-midi, il y aura pas de table ronde. Par contre, tout le hall, mais l'ensemble du hall du Quai des Savoirs est consacré à des entreprises qui ont des démos. Donc, si vous voulez tester la réalité virtuelle, c'est l'occasion ou jamais. Il y a une très grande concentration de démonstrateurs dans tous les domaines. Que du jeu vidéo, enfin tous les sujets qu'on a traités ce matin. Et c'est ouvert à tous et vous pouvez tester toutes ces technologies. Vous allez voir qu'il y a une grande variété de technologies et aussi de sujets. Donc je vous engage à passer l'après-midi à tester ces démonstrateurs. Ça ouvre pour certaines à 12h30 et pour d'autres à 14h. Voilà. Et jusqu'à 17h à peu près. Voilà, exactement. Et la fin de la journée sera consacrée à la remise de prix que nous avons créée cette année pour le VR Jam. Les awards, eh bien, ça récompense en gros dans des secteurs, il y a 6 catégories métiers dans lesquels des entreprises ont réalisé des projets et on tenait voilà, à les mettre un peu en avant et à les laisser s'expliquer aussi sur la manière dont ils ont fait le projet et pourquoi ils l'ont fait. Voilà. Et tout ça se terminera bien sûr par un moment convivial toulousain autour de quelques verres et de quelques collations. Voilà. Merci à tous. Merci.